Bonjour et bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo de cours sur les applications linéaires. Petit résumé des séances précédentes, on venait d'établir et de pratiquer un peu l'isomorphisme qui établit une correspondance entre les applications linéaires de grand E dans le grand F et les matrices de taille NP. Isomorphisme qu'on obtenait en fixant une base de l'espace de départ, une base de l'espace d'arrivée, et puis en écrivant la matrice de petit f relativement à ces bases. Donc jusque-là, la seule chose qu'on ait faite, c'est, étant donné une application linéaire, écrire la matrice correspondante, étant donné une matrice, écrire l'application linéaire correspondante, mais pour que tout ça ait un intérêt, encore faut-il qu'il y ait vraiment un lien plus profond entre ce monde des applications linéaires et ce monde des matrices, que l'on puisse par exemple effectuer les calculs d'un côté et revenir de l'autre, etc. Alors, ce qu'on va faire dans cette séance, c'est justement voir à quoi correspondent toutes ces choses. Par exemple, évaluer f en un vecteur u, comment ça se comprend dans le monde des matrices. Composer deux applications linéaires, f rond g, comment ça se comporte dans le monde des matrices, etc. Donc, on revient à l'endroit où on s'était arrêté. Déjà, la première chose que l'on peut dire, grâce à ce lien, la première information qu'on puisse en tirer rapidement, c'est la dimension de L de EF. Si E et F sont de dimension finie, L de EF l'est aussi, et sa dimension, c'est le produit des dimensions de E et de F. Eh bien, c'est immédiat avec l'isomorphisme qu'on vient de montrer, puisque deux espaces isomorphes ont même dimension. Donc L de EF a la même dimension que MNP de K, c'est-à-dire n fois P, c'est-à-dire le produit des deux dimensions. Voilà une première chose, une première information intéressante sur L de EF qu'on a récupérée à travers une information sur MNP de K. On continue dans cette optique. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est justement calculer f de u, c'est quelque chose qu'on sait faire facilement étant donné une application linéaire f, étant donné un vecteur u. Comment le comprendre dans le monde matriciel? Eh bien comme un produit matrice-vecteur. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais remontrer un exemple qu'on a traité, ce fameux exemple fondamental, où on s'en était rendu compte déjà. Vous avez une application linéaire ici, qui a pour matrice grand A, et justement, comment elle s'applique à un vecteur? Eh bien comme produit matrice-vecteur. Donc, la seule petite différence avec le cas général, c'est qu'ici, on est de RQ dans RP. Donc les vecteurs en soi sont déjà des vecteurs colonnes de nombres. Donc le seul petit pas à franchir pour comprendre le cas général, c'est de se dire, eh bien, modulo passage par des coordonnées, les applications linéaires, ça revient vraiment à ça. Ça revient à faire des produits matrices-vecteurs. Les vecteurs en question vont être, alors en l'occurrence c'était les vecteurs eux-mêmes parce que c'était déjà des matrices colonnes, mais peu importe, dans un cas plus général, dans un espace vectoriel de dimension finie général, pensez aux polynômes par exemple, vous allez faire la même chose en remplaçant ici les vecteurs eux-mêmes par leurs vecteurs colonnes coordonnées. Donc on redescend, et on peut énoncer et interpréter ce résultat. Donc avec les notations de l'isomorphisme précédent, pour tout vecteur u de E, la matrice colonne des coordonnées de f de u, eh bien c'est la matrice de f fois le vecteur colonne des coordonnées de u. Alors il faut faire très attention, je dis à chaque fois la matrice, mais il y a bien sûr des conditions de compatibilité au niveau des bases, vous ne pouvez pas prendre les bases qui vous chantent partout. Il y a une condition de compatibilité que vous pouvez très bien voir au niveau des indices, qui est que je veux des coordonnées dans BF à l'arrivée. Si je fais ça, j'ai besoin de prendre une matrice de petit f avec la base BF à l'arrivée, il faut que ce soit cohérent, et puis j'ai besoin que la base de départ ce soit la même pour la matrice de petit f, et puis pour l'expression des coordonnées du vecteur u. Donc, retenez bien ce schéma. Il y a cette condition de compatibilité. Si vous voulez des coordonnées dans BF, il vous faut une certaine matrice de f dans relativement à BE et BF.
Et il faut être cohérent, il faut prendre vos coordonnées du vecteur de départ dans BE, le BE que vous venez d'utiliser. Démonstration. On donne des noms aux vecteurs de base, les U, les V. On va noter grand U, le vecteur colonne des coordonnées de U dans BE, et je vais appeler alpha ces coordonnées. Donc ça signifie que U se décompose comme la somme pour I allant de... il n'y a pas de J, là c'est un 1. I allant de 1 à P d alpha J UJ. Très bien. D'autre part, on réécrit la définition de la matrice, que je vais appeler grand A, la matrice relativement à BE et BF de petit f. Donc je rappelle la définition, ça veut dire que pour tout J entre 1 et P, f de UJ, le jm vecteur de base transformé, se décompose comme la somme des AIJ VI. Ok, pour l'instant je n'affirme rien, hein, c'est que je ne fais que préciser les notations. Et enfin je vais noter B, le produit A fois U. Je vais appeler bêta ses coordonnées. Donc c'est une matrice colonne de taille N1. Et on va enfin pouvoir faire la démonstration. Tout ça, ce n'était que des notations. Alors par définition du produit matriciel, que sont les bêta I? Bêta I, c'est A fois U. Hein. Donc, définition du produit matriciel à connaître par cœur. Je mets l'étape intermédiaire. Bêta I, c'est A fois U, indice. IM ligne, première colonne. Il n'y a qu'une colonne. AU, indice I1. Eh bien, vous avez donc la somme pour J allant de A1 à N des AIJ alpha J. Sous-entendu alpha J1, bien sûr. C'est la définition du produit matriciel. Ok, on pourrait mettre ce petit 1 pour être plus clair. Donc voilà l'expression détaillée des bêta I. Et ben on va calculer à côté f de U ces coordonnées dans la base d'arrivée et on va vérifier si ce sont les mêmes. F de U c'est quoi? Eh bien c'est la somme pour J allant de 1 à P des alpha J f de UJ par linéarité. J'ai appliqué F à mon vecteur U là-haut. F de UJ, c'est écrit ici, je n'ai qu'à reporter ici. Donc j'ai une somme double rectangulaire, il n'y a aucune dépendance de l'une des sommes face à l'autre, je peux intervertir. Et dans cette interversion, en face de VI, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien je reconnais bêta I. Ce nombre, c'est bien bêta I. Autrement dit, les coordonnées de f de U dans la base d'arrivée, ce sont bien les bêta I, ce qui veut dire que la matrice colonne des coordonnées de f de U, c'est bien grand B. La preuve est terminée. Donc, moralité, évaluer f en un vecteur U, avec des bases fixées et compatibles, ça revient à faire le produit de la matrice de f par la matrice de U. Alors exercice, mettons ça en pratique. Avec les notations de l'exercice précédent, je le remontre. Celui-ci, exercice 20. On a une application linéaire qu'on avait déterminée justement à partir de la matrice, la voilà. J'aimerais calculer de deux manières différentes f d'un certain vecteur. Et voir si c'est cohérent, vérifier que ça marche. F de x carré plus x moins 3. Alors, donner les coordonnées de f de x carré plus x moins 3 dans la base BF à l'aide d'un produit matrice vecteur. Je vous laisse l'écrire. Donc la matrice de f de x carré plus x moins 3 dans la base canonique, qu'on va appeler BF, c'est donc A fois la matrice de f, on va l'écrire en entier, la matrice relativement à BF, BE de petit f, fois la matrice de x carré plus x moins 3 dans la base BE. J'ai juste recopié la formule du cours qu'on vient de voir. À vous de remplacer. On connaît ces deux matrices. Vous remplacez. Vous faites le produit matriciel et vous aurez vos coordonnées. Je vous laisse prendre une minute pour le faire. Enfin, mettez pause et faites-le. Et moi, je le remplace directement. Donc cette matrice, eh bien, c'est la matrice A
qu'on avait juste au-dessus, je la recopie. Alors, 1, 1, 1, 0, 1, moins 1. 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, et que des 0, fois les coordonnées dans la base d'arrivée de x carré plus x moins 3, dans la base de départ de x carré plus x moins 3. Alors mon espace de départ, c'est K2 crochet x, donc j'ai un vecteur colonne avec 3 coordonnées, x carré plus x moins 3, dans la base canonique, ça se voit immédiatement, on ne réfléchit pas, moins 3 fois 1, plus 1 fois x, plus 1 fois x carré. Produit matriciel, à savoir faire en permanence, 1 fois moins 3, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, ça me fait moins 1. 0 fois moins 3, plus 1 fois 1, moins 1 fois 1, 0. 0 fois moins 3, 0 fois 1 et 1 fois 1, 1. Et ensuite, il n'y a que des 0. Ok, voilà le résultat. Alors, ça veut dire quoi? Cela signifie que, eh bien, on interprète. Quel est vraiment f de x carré plus x moins 3? Là, je n'ai que ces coordonnées dans la base canonique. Hein. Donc, j'ai moins 1 fois 1, plus 0 fois x, plus 1 fois x carré, plus 0 fois x cube. C'est-à-dire moins 1 plus x carré. Eh bien, on peut vérifier. Vérifions, puisqu'on a l'expression de f de toute manière, qui était ici. Donc, allons-y. f de... Je l'écris là-haut, hein, mais je vais le reporter. Alors, le polynôme qu'on étudiait, c'était x carré plus x moins 3. f de x carré plus x moins 3, c'est-à-dire f de moins 3 plus x carré égale... Eh bien, je remplace. Hein. Ici, a plus b plus c, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 1. b moins c, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et c, ça fait 1. Moins 1 plus x carré. C'est cohérent. Donc, inutile d'écrire ça. C'est cohérent avec l'expression de f qu'on a trouvée. On l'écrit cohérent avec l'expression de f. Trouvée à l'exercice précédent. Donc voilà, vous pouvez, selon vos goûts, selon le contexte, choisir de travailler via les produits matrices vecteurs ou choisir d'appliquer directement f. Parfois, vous n'aurez que la matrice, et c'est inutile de passer par une expression générale de f, vous vous contentez des produits matrices vecteurs. Ou inversement, ça peut vous intéresser d'obtenir l'expression de f et de travailler directement avec les applications linéaires. On voyagera régulièrement entre les deux. On continue on va dire qu'on est en train d'établir un dictionnaire entre le monde des matrices et le monde des applications linéaires. Et dans ce dictionnaire, on pourrait essayer de voir comment se traduit la notion de composition d'applications linéaires dans le monde des matrices. Donc quelle est la matrice d'une composée? Donc on prend 3 espaces, 3 bases. On prend 2 applications f et g de sorte à pouvoir regarder g rond f, donc il faut que ce soit compatible. F va de grand E dans grand F et G va du même grand F dans un grand G. On peut regarder la matrice de l'application G rond F relativement aux bases BE au départ et BG à l'arrivée, puisque G rond F va de E dans G, et bien ça correspond au produit des deux matrices. La matrice de la composée, c'est le produit des deux matrices. Encore une fois, quand on le dit comme ça, c'est facile à retenir, mais il faut faire attention. Il y a bien sûr une condition de compatibilité sur les bases. Si vous voulez une matrice relativement aux bases BE et BG, eh bien, il vous faut la base BG à l'arrivée de la matrice de G, la base BE au départ de la matrice de F. Et pour les deux autres, ce que vous voulez, tant que c'est compatible, c'est-à-dire tant que vous avez pris la même base à l'arrivée de F et au départ de G. Donc pareil, je vous invite à annoter cette formule comme je viens de le faire pour la retenir plus simplement. Démonstration, alors c'est très similaire à ce qui a été fait avant, c'est juste un peu plus de calcul, c'est tout.
On donne des noms aux vecteurs de nos 3 bases. On donne des noms à nos 3 matrices, A, B, C. On veut montrer que C égale B fois A. Alors déjà, la première chose à faire, et c'est souvent la première chose à faire dans tous ces exercices, toutes ces questions, posez-vous régulièrement la question suivante. Est-ce que les produits matriciels que je suis en train de faire ont un sens? Est-ce que les tailles sont compatibles? Vous le savez, pour faire un produit matriciel, il faut une compatibilité des tailles. Donc déjà, est-ce que le produit B fois A est bien défini? Eh bien oui. Le produit B fois A est bien défini parce que B a autant de colonnes que A a de lignes. C'est-à-dire autant qu'il y a de vecteurs dans la base BF, c'est-à-dire Q. Donc il y a vraiment cette compatibilité ici, qu'on retrouve ici, sur ces deux bases soulignées en rouge qui sont la même. Donc on retrouve cette compatibilité au niveau, cette fois-ci, des tailles des matrices. Donc on peut calculer B fois A. Est-ce que ça fait C? D'ailleurs, ils ont la même taille. C et B fois A ont la même taille, puisque la taille de B fois A, vous le savez, c'est le nombre de vecteurs de BG, donc n lignes, et P colonnes. Or, C a bien n lignes et P colonnes. Donc c'est cohérent au niveau des tailles, ça c'est bon. Et le produit est faisable. Est-ce que maintenant il y a égalité entre C et BA? Il faut vérifier avec la formule du produit matriciel. Alors avant toute chose, on va calculer G rond F de UJ, parce que C c'est la matrice de G rond F, donc appliquons sa définition. G rond F de UJ, c'est G de F de UJ. J'ai appliqué la définition de la matrice de F, donc de A, c'est-à-dire F de UJ égale cette somme. D'accord, alors par linéarité, je peux ramener le G dans la somme, G de VK, et puis par définition de la matrice de G, c'est-à-dire B, je remplace G de VK par cette somme. Ça n'a pas d'intérêt que je lise toutes les sommes avec tous les indices, je vous laisse, vous, par contre, prenez le soin de vérifier que ça colle aux définitions du cours, en remplaçant la définition par les lettres en question. Encore une fois, j'ai une double somme mais rectangulaire, aucun problème d'interdépendance des indices. J'intervertis. Donc j'ai cette expression-là, très bien. On garde ça de côté. On intervertit. Voilà l'expression qu'on garde de côté, pardon. Et maintenant, comparons à la matrice C. Donc par définition de C, la définition de la matrice de G rond F, c'est la suivante. J'ai appliqué encore une fois la définition de matrice d'une application linéaire entre deux bases. C'est celle du cours où vous remplacez les A par des C, c'est tout. Et les V par des W. Donc il faut comparer. On sait que ces deux choses sont égales, pardon. Dans les deux cas, c'est G rond F de UJ. Donc ces choses sont égales. Mais par unicité de la décomposition dans la base des W, c'est que les deux sommes à l'intérieur sont égales. Cette grande parenthèse égale cette parenthèse. Autrement dit, on vient de montrer que pour tout ij entre 1 et n croix 1p, cij, c'est la somme des... Pardon, cij, c'est bik akj. Et bien pour ça, on va calculer G rond F de uj pour tout j, de deux manières différentes. Première manière, G rond F de UJ, c'est G de F de UJ. J'applique la définition de la matrice de petit f, c'est que F de UJ, c'est cette somme. Je vous laisse vérifier ça, allez revoir la définition, la grosse définition, matrice d'une application linéaire. C'est exactement ça, la définition. F de UJ, pour tout J, doit être égal à cette somme. Maintenant, par linéarité, je peux dire que c'est aussi la somme des AKJ G de VK. Ici, c'est la linéarité. Mais pareil, G de VK, je peux appliquer la définition de la matrice de G, qui me dit que G de VK, c'est cette somme. C'est exactement la même chose qu'avant, avec d'autres lettres. Je vous laisse le vérifier, je vous laisse vous adapter. J'ai une somme double, aucune interdépendance entre les deux indices, c'est une somme double... Selon un tableau rectangulaire, on peut intervertir. Donc
première version, c'est ça. Deuxième version, j'intervertis. Voilà ce que j'ai, je le garde de côté. Mais par ailleurs, je peux appliquer la définition de C, qui dit que, alors là il y a une erreur, je vous laisse corriger, qui dit que, par définition de C, G rond F de UJ, c'est cette somme. Là il n'y a pas de somme justement. Je vous laisse effacer ça. Je le corrigerai dans une version à jour du poly. On efface la somme. C'est la somme des CIJ-WI. C'est encore une fois la même définition que j'ai appliquée juste au-dessus ici et ici. Mais cette fois-ci avec la matrice C, qui est la matrice directement de G rond F. Donc je viens de prouver que, bien par unicité de la décomposition dans la base des W, c'est que pour tout IJ dans un N croix 1P, ce CIJ égale, et puis là il manque une somme, ce scalaire CIJ égale ce scalaire, entre parenthèses. CIJ égale somme pour k allant de 1. Somme pour k allant de 1 AQ des BIK AKJ. Si vous connaissez bien votre formule du produit matriciel, vous reconnaissez la formule qui dit que C égale B fois A. Je rappelle comment marche cette formule. CIJ, j'ai bien mes IJ ici, et j'ai l'indice de sommation entre les deux. Donc je reconnais grand C égale B fois A, ce qu'il fallait démontrer, la preuve est terminée. Tout ça demande une connaissance imparable de la formule du produit matriciel. Ça fait un moment que vous ne l'avez pas pratiqué. Si vous vous êtes rouillé là-dessus, il me semble impératif d'aller reprendre votre chapitre 6 pour réapprendre, revoir cette formule. Je pense que vous savez tous faire un produit matriciel, on va dire méthodiquement, mais si je vous demande l'expression de la formule, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ici, il faut que ce soit clair. Et puis on a ici un petit exercice qui va vous faire pratiquer toutes les définitions qu'on vient de voir. Les matrices colonnes de coordonnées, les matrices d'application linéaire. Il y a une composition, donc il y aura un produit de deux matrices à faire pour obtenir la matrice de la composée, etc. Donc il y a vraiment tout qui est mis en pratique dans cet exercice. Passez-y le temps qu'il faut, mais il faut bien le faire. De notre côté, on poursuit notre étude de la correspondance entre application linéaire et matrice. Alors il y a une chose qui doit impérativement bien marcher si on veut que tout ça ne soit pas n'importe quoi. On a défini le rang d'une application linéaire précédemment. Il y a encore plus longtemps, on a défini le rang d'une matrice. On vient de faire une correspondance entre matrice et application linéaire. Ce serait quand même la moindre des choses que ces deux rangs correspondent. Donc c'est le cas, expliquons-le. Alors pour pouvoir expliquer ça, il y a un petit lemme par lequel il faut passer, qui est de comprendre que le rang d'une matrice est égal à la dimension de l'espace engendré par ces lignes, et aussi à la dimension de l'espace engendré par ces colonnes. Alors pour ça, on revient à nos définitions. Il y a longtemps, on a défini le rang d'une matrice comme le nombre de lignes non nulles après échelonnement, ce qui revient au nombre de pivots. Mais l'échelonnement, c'est quelque chose qui est effectué par opération élémentaire sur les lignes. Donc pendant que vous faites votre échelonnement, vous ne changez pas l'espace engendré par les lignes, parce que vous ne vous autorisez que des interversions, des combinaisons linéaires, des choses comme ça. Ok ? Mais une fois échelonné, les lignes non nulles de la matrice forment clairement une famille libre. Donc la dimension de l'espace engendré par les lignes correspond au nombre de lignes non nulles. C'est ça le rang de la matrice. Et il s'avère que c'est aussi la dimension de l'espace engendré par les colonnes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée. Ok. Alors maintenant qu'on a ce petit lemme en tête, on peut expliquer pourquoi le rang de F et le rang d'une matrice de F sont le même. Et on écrit les définitions. Le rang de petit f, c'est la dimension de son image. C'est donc la dimension de l'espace engendré par f de U1, etc., f de UP, parce qu'on sait que petit f transforme une famille génératrice de E en une famille génératrice de son image. Et enfin, on sait que il y a un isomorphisme entre les vecteurs
et les matrices de leurs coordonnées, les matrices colonnes coordonnées. Donc ici, si vous appelez grand V indice 1, etc., grand V indice P, les matrices coordonnées de ces vecteurs dans la base de F, eh bien vous avez un isomorphisme entre l'espace vectoriel engendré par les F de U1, F de U2, F de UP, et justement l'espace engendré par grand V1, grand V2, grand VP. Comme ils sont isomorphes, ces espaces ont même dimension. Autrement dit, le rang de F, c'est-à-dire la dimension de cet espace, c'est égal à la dimension de l'espace engendré par, eh bien ces choses, ce sont les colonnes de la matrice. Donc, la dimension de l'espace engendré par les colonnes de la matrice, c'est-à-dire le rang de la matrice. Le rang de F égale le rang de sa matrice. C'est la moindre des choses, c'est cohérent. Donc vous pouvez, cette proposition vous permet aussi vous explique comment on calcule le rang d'une application linéaire. Et j'aimerais remonter un peu, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait intuitivement quand on avait calculé le rang de telle ou telle application linéaire. Alors justement, c'est un exemple que j'ai déjà remontré dans la vidéo précédente. Ici, on a calculé le rang de cette application linéaire. Comment? Eh bien justement en calculant le rang de cette matrice. Le rang de phi, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Le rang de cette famille de vecteurs, je peux le calculer en mettant leurs coordonnées à ces vecteurs dans une matrice, et j'obtiens le rang de mon application linéaire. Donc on avait déjà appliqué cette proposition sans savoir qu'elle existait finalement. C'est ce qu'on avait fait à ce moment. Allez, on revient à notre proposition. Donc rang d'une application linéaire et rang de n'importe laquelle de ces matrices représentatives, c'est la même chose. Et donc remarque, je l'avais déjà dit, je le redis, toutes nos notions de rang coïncident. Ok, eh bien on a quasiment fait toutes les traductions qu'on voulait faire, il nous en reste une, mais avant ça, j'aimerais que vous passiez du temps sur cet exercice, qui est justement un exercice de traduction, de jonglage entre les deux mondes, application linéaire, matrice. Je vous demande de traduire toutes ces choses relatives à des applications linéaires dans le monde des matrices. Donc ça pareil, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, passez-y le temps qu'il faut, faire ça, faut bien faire ça. On débriefera en live bien sûr. Allez, on termine avec un dernier lien qui, une fois que vous aurez fait cet exo, devrait vous paraître un peu plus clair. C'est pour ça que j'ai mis l'exo avant. Le lien entre isomorphisme et matrice inversible. Et bien tout simplement, pour une application linéaire entre deux espaces de dimension finie, avec des bases au départ et à l'arrivée qu'on s'est fixées, être un isomorphisme, c'est équivalent à ce que ma matrice représentative soit inversible. Et dans ce cas, on a même une formule simple, celle qu'on voudrait voir. La matrice de l'inverse, c'est l'inverse de la matrice. La matrice de l'inverse ici, alors encore une fois, faire attention encore une fois aux bases, cette fois-ci c'est BF au départ, BE à l'arrivée. La matrice de F-1, c'est l'inverse de la matrice de F. Autrement dit, c'est A-1. Dans le cas des endomorphismes, bien sûr, c'est partout BE, donc la matrice de F-1 dans BE, c'est la matrice de F dans BE, inversée. Démonstration. Alors pour la partie si et seulement si, ça va aller très vite, on a tout fait pour. On sait, on l'a déjà dit, c'était un corollaire du théorème du rang, entre deux espaces de même dimension finie, F est un isomorphisme, si et seulement si, F est injectif. Si et seulement si, il est de rang n. Mais comme le rang d'une application linéaire et le rang de sa matrice, c'est pareil, si et seulement si, A est de rang n. Et pour une matrice de taille nn, être inversible et être de rang n, c'est pareil. Je ne sais pas si je l'ai dit clairement juste à l'instant, mais c'est important que vos deux espaces soient de même dimension finie, parce que de toute manière, sinon vous ne pourrez pas avoir un isomorphisme entre les deux. Donc on a ce corollaire du théorème du rang, qui nous
explique ça en quelques lignes. Maintenant, explication de la preuve de la formule. Donc si c'est le cas, si f est un isomorphisme, comme f rond f moins 1 égale l'identité de f, et comme la matrice d'une composée c'est le produit des matrices, et que la matrice de l'identité c'est la matrice identité, eh bien A fois la matrice que je recherche, c'est l'identité. Mais de même, f moins 1 rond f, c'est l'identité de E. Donc la matrice que je recherche fois A, c'est l'identité. Autrement dit, ce que j'encadre ici prouve que ma matrice recherchée, c'est bien l'inverse de ma matrice A. Et même que ma matrice A est inversible. Hein. Que A est inversible et que son inverse, c'est la matrice que je recherche. Alors justement, on termine le chapitre avec une petite remarque là-dessus. Souvenez-vous de la définition de « une matrice est inversible ». A est inversible s'il existe B, tel que A fois B égale B fois A égale IN. Dans la définition, il y a les deux. A fois B doit être égal à IN, mais aussi B fois A doit être égal à IN. Lors du chapitre 6, je vous avais dit, en fait, il suffit d'un des deux. Il suffit que A fois B égale IN ou que B fois A égale IN, mais on n'est pas encore capable de le démontrer, c'est compliqué. Eh bien, c'est seulement maintenant qu'on est capable de l'expliquer. C'est ce que je vous explique ici. Grâce au théorème du rang, on peut, dans la définition d'inversible, qui est que A est inversible s'il existe C tel que A fois C égale C fois A égale IN, on peut demander qu'une des deux égalités avec l'identité. On le fera dans le TD, vous verrez l'exercice 15. Voilà pour ce chapitre, on s'arrête ici et puis on va faire des exercices dans le reste du temps. Merci, au revoir.